pour ne pas trop décaler, puisqu'on a réussi à maintenir le temps, même en commençant un peu plus tard. Donc je vous propose maintenant d'écouter Rachid Salmi, qui va évoquer notamment des analyses d'articles sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Rachid, je te laisse la parole, tu as une demi-heure. Merci Linda. Alors juste pour vous expliquer comment on a imaginé cette intervention, quand on a organisé le colloque avec notamment Christophe Lagabriel, on s'est dit que ça serait bien d'essayer de répondre, comme on essaie de le faire tout dans le fil conducteur du colloque, sur qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ces publics ciblés, et notamment avec les problématiques santé mentale et addiction. Et le premier réflexe, alors ça c'est notre casquette académique, c'est toujours de dire allons voir ce qui a été fait ailleurs et qu'est-ce qui est publié. Et on s'est dit allons peut-être chercher d'autres expériences innovatives que celles qu'on vous présente directement à partir de la littérature. Et l'idée initiale, c'était de dire on va faire ça à trois voies. Moi, je vais un peu faire du recyclage parce que le projet R dont je vous parle, c'est un projet qui est un petit peu ancien maintenant, mais vous en tirez un petit peu ce qui est spécifique de la santé mentale et de l'addiction. Et puis ensuite, on s'était dit que Christophe Lagabriel et Stéphanie van der Toren regarderaient un petit peu le bilan de la littérature plus récente que ce projet. Et en fait, très vite, on a été confronté au problème, c'est que malheureusement, dans ce domaine, et notamment sur cette thématique, il n'y a pas beaucoup de publications et de partage qui est fait. Donc, revue d'articles, vous allez voir à quoi ça correspond. Malgré tout, Stéphanie van der Toren voulait partager des travaux qui ont été faits par Santé publique France, mais malheureusement, pour des raisons qui ne dépendent pas d'elle, elle n'a pas pu être ici, donc j'ai incorporé une partie de ce travail. Alors on va partir en fait de ce projet R, qui en anglais c'est Addressing Inequalities in Regions. C'est un projet qui a été fait et financé par l'Union européenne dans le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et qui était porté par la région Aquitaine et un réseau de régions qui s'appelle Enrich, qui s'intéresse à la santé des populations et qui a donné lieu à 3 publications. Et si ça vous intéresse d'avoir le détail, mettez-vous en contact avec Céline Voix, dont les coordonnées sont sur le programme, et on pourra vous les transmettre. Ce projet avait comme objectif général d'identifier les meilleures pratiques et politiques qui ont été développées en faveur de la réduction des inégalités d'accès aux soins primaires, avec toute une dimension. Et donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre à jour, alors c'est pas vraiment une mise à jour, puisque le projet est terminé depuis relativement longtemps, mais d'aller puiser ce qui est spécifique sur les addictions et la santé mentale, et de voir quelle est la part des actions meilleures pratiques que l'on a identifiées qui concernent ces 2 thèmes, et quelle est l'efficacité des actions qui ont été proposées. Et ce projet avait différents objectifs spécifiques. D'abord, regarder effectivement dans la littérature, par une revue systématique, les pratiques qui sont décrites et évaluées pour essayer de gérer le problème des inégalités de santé, d'identifier à travers une enquête auprès de toutes les régions européennes les pratiques mises en œuvre dans ces régions-là par les responsables, les acteurs, et en passant par les équivalents des ARS. Et puis ensuite, on a listé les pratiques qu'on a considérées comme étant pertinentes, on les a évaluées par rapport à une grille que je vous présenterai tout à l'heure, et à la fin, ce qu'on a essayé de produire, c'est de développer un catalogue de bonnes pratiques avec des recommandations, et bien sûr, comme dans tout projet, on a diffusé les résultats. Et donc aujourd'hui, je me concentrerai sur celles qui concernent essentiellement les inégalités en général, mais la santé mentale et les addictions. Alors ce gros projet qui était sous la responsabilité de Solange Ménival, qui était la vice-présidente en charge de la santé au Conseil régional d'Aquitaine à l'époque, et de l'ISPED, donc moi-même pour tout ce qui est aspect scientifique. Il y a eu beaucoup de partenaires associés, des partenaires collaborateurs, dont l'ARS d'Aquitaine. Et là, je vous ai simplement listé les principaux partenaires qui étaient en charge des différentes phases de l'étude et de l'évaluation et de la dissémination, de la diffusion des résultats.
Alors une des premières choses, alors je vais vous présenter pas mal de diapositives qui sont directement extraites des rapports ou des publications. Donc ne vous souciez pas, le but c'est pas de détailler ce qu'il y a en tout petit. J'illustrerai, alors j'ai pas utilisé Prési comme Adam pour faire des flashs, des coups de loupe là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est plutôt dans le titre qu'il faut aller regarder dans ce que je vais vous raconter. Donc la première chose que l'on a faite, c'est d'essayer de faire une taxonomie, une typologie des interventions qu'on a rencontrées dans la revue de la littérature. Et cette taxonomie, elle est résumée ici, et en gros, ce qu'on voit, c'est que l'essentiel des interventions qui sont proposées sur les inégalités de santé, elles sont regroupées dans 3 groupes. La promotion de la santé, avec beaucoup de transferts de connaissances et d'adaptation aux minorités culturelles. Deuxième grand groupe, améliorer l'accès financier aux soins de santé. Et un troisième groupe qui est carrément de modifier l'offre de soins de santé pour tenir compte des publics particuliers, et notamment des publics précaires. Donc ça, c'était la revue de la littérature que l'on a faite. Je ne vais pas aller beaucoup au-delà de ce que l'on a fait dans R. Et là, je vais changer presque de casquette. Et vous imaginez que c'est Stéphanie van der Toren qui vous parle maintenant, au nom de Santé publique France. Et donc, ce qu'elle m'a transmis hier soir, alors je ne l'ai pas encore complètement approprié, c'est ce qui a été fait par un groupe de collègues de Santé publique France et qui a été publié l'année dernière dans la revue Santé publique. Donc là aussi, vous pouvez vous mettre en contact si vous voulez avoir la publication. L'avantage, c'est que celle-ci est en français par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en anglais. Malgré tout, quand ces collègues-là, sous la responsabilité de Romain Guignard, ont fait cette synthèse des connaissances sur qu'est-ce qui favorise l'arrêt du tabac chez les fumeurs de faible niveau socio-économique, donc une synthèse de la littérature, ils se sont quand même essentiellement appuyés sur des revues de la littérature précédentes qui ont été faites et qui sont publiées en anglais, sur donc l'impact sur les inégalités, et ils ont mis à jour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'ils ont dit au niveau individuel, quand on essaie d'agir au niveau des individus? Premièrement, c'est que malheureusement, il n'y a aucune étude qui n'a montré d'impact positif en termes d'équité. Tout ce qui peut être fait auprès des fumeurs, malheureusement, n'a pas d'impact sur l'équité. 18 résultats négatifs, c'est-à-dire vraiment un effet délétère, éventuellement, comme ce qui a été évoqué hier, on augmente la consommation de tabac, et 10 résultats neutres où on ne sait pas trancher. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quand même? C'est que le soutien comportemental, plus les médicaments d'aide à l'arrêt, entraînent un taux d'arrêt plus faible parmi les fumeurs ayant un faible niveau socio-économique, dans 12 études sur 17. Donc, on n'arrive pas à résoudre le problème des inégalités de santé. Le soutien comportemental seul, 4 études sur 5 ont montré un impact négatif. Et les hypothèses explicatives qui ont été soulevées, c'est que la dépendance nicotinique est plus importante parmi les faibles personnes niveau socio-économique. Les conditions et les événements en vie sont plus difficiles à gérer. Il y a de l'enfance, le problème de ce qui s'est passé pendant l'enfance, le stress qui est plus important. Les normes pro-tabagiques sont plus prégnantes au niveau de la famille et de la communauté, donc l'environnement est peut-être moins favorable. Le marketing ciblé de l'industrie du tabac sur ces publics vulnérables, et puis les dispositifs d'aide à l'arrêt qui sont inadaptés. Donc les auteurs ont recommandé, donc de la synthèse en anglais, ont recommandé de cibler les fumeurs ayant un faible SES et d'adapter les dispositifs d'aide à l'arrêt à leurs besoins, y compris en leur permettant d'acquérir des médicaments gratuits ou remboursés. Alors, deuxième synthèse de la littérature qu'ils ont analysée et dont ils sont partis, c'est sur plutôt les interventions au niveau de la population, des groupes. Et là, quels sont les messages qu'ils ont retirés? C'est que les hausses des prix, des taxes, ont un effet plus important sur les revenus les plus faibles, donc plutôt positif, mais la différence d'impact pourrait être de court terme seulement. Les enquêtes de prévalence menées en France entre 2000 et 2005
contredisent en partie les études réalisées dans les pays anglo-saxons, où il y avait l'effet sur des fortes hausses de prix, mais avec un accroissement des inégalités. Les restrictions de fumer dans les lieux à usage collectif, les interdictions partielles, locales ou basées sur le volontariat augmenteraient les inégalités, et les interdictions totales, réglementées au niveau national, pourraient diminuer les inégalités. Mais je souligne le conditionnel, ce n'est pas encore complètement démontré. Et puis, les campagnes médiatiques ont un impact très variable en matière d'équité, on ne peut pas en tirer une règle générale. Le contrôle de la publicité ou de la promotion en faveur de tabac, pas d'impact sur ces groupes particuliers. Et les dispositifs nationaux d'aide à l'arrêt, et notamment le stop smoking des services du Health Services au Royaume-Uni, implantés prioritairement dans des zones défavorisées, ont un impact positif en atteignant plus de fumeurs de faible SES et en compensant le fait qu'ils sont moins nombreux à réussir à arrêter. Donc on arrive à rattraper un petit peu la différence avec des dispositifs ciblés tels que celui-ci. Alors depuis ces deux publications de synthèse, Santé publique France a repéré deux nouvelles études publiées. Aux États-Unis, ça c'est quand même quelque chose qu'on avait vu nous aussi dans AIR, c'est qu'il y a peu de publicité, plus de publications qui viennent d'Europe et encore moins de France. Et donc là, ces deux nouvelles études, de manière générale, l'exposition aux campagnes associée à davantage de tentatives d'arrêt, quel que soit le niveau de diplôme ou de revenu. Donc il ne semblerait pas que les expositions aux campagnes différencient entre les groupes, mais l'efficacité plus importante des campagnes explicites ou basées sur le ressort émotionnel négatif. Là aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi en termes de campagne d'information. Mais là, je vous rappelle quand même la dimension culturelle, ce sont des études aux États-Unis. Tips from Former Smokers, qui est une intervention qui utilise le témoignage d'ex-fumeurs racontant leur expérience, leur maladie et les bénéfices liés à l'arrêt. Les auteurs ont vu une association de l'évaluation, ont vu une association significative entre exposition et tentative d'arrêt pour les fumeurs les plus diplômés seulement. Donc là encore, un échec par rapport au public les plus défavorisés. Et l'efficacité des campagnes selon le niveau socio-économique varie selon leur contenu, leur forme, leur intensité et le canal d'exposition utilisé. Donc on n'a pas encore de facilité comme ça avec ce genre de publication à définir comment il faudrait faire nos campagnes ici, mais la revue de la littérature suggère que les campagnes montrant les méfaits du tabac, utilisant des contenus explicites, ce qui est choc, comme ce qu'il y a sur les paquets avec photos, ou des témoignages pour être plus efficaces auprès des fumeurs ayant un faible niveau socio-économique. Là encore, j'attire l'attention sur le pourrait, ça reste à démontrer. Quelques informations là aussi sur le soutien comportemental en face-à-face de publications plus récentes. La plupart des interventions associent soutien comportemental et fourniture de substituts nicotiniques gratuits ou remboursés, voire orientation vers une ligne téléphonique d'aide à l'arrêt. La littérature montre, là aussi aux États-Unis, que une efficacité d'une intervention auprès des patients bénéficiaires du Medicaid, ou sans assurance, mais qui sont vus au service d'urgence, l'entretien motivationnel de 10 à 15 minutes, les substituts gratuits pendant 6 semaines, l'orientation active vers une quit line, donc une ligne téléphonique, comparée à une brochure, et bien ce qu'on voit, c'est qu'on a une abstinence à 3 mois qui est plus élevée, mais qui reste très très faible, 12% par rapport à simplement 5%, qui est à la limite significative pour l'abstinence à 1 an. Mais quelles sont les généralisations des résultats en conditions réelles se pose la question Santé publique France. Et puis quelques pistes pour recruter des fumeurs défavorisés, dans le cadre de dépistage du cancer du sein, une maladie cardiovasculaire, dans des services d'aide à l'arrêt mobile situés sur les parkings de supermarchés, et dans les zones industrielles, dans les centres de loisirs. Donc il y a eu des expériences pour faire ça. L'aide à distance, donc ligne téléphonique ou autre, les sites interactifs Internet comme Stop Advisor, programme qui est efficace chez les faibles SES seulement, mais comme vous voyez, les pourcentages ne sont pas très élevés de toute façon à la fin. Et les programmes proactifs d'aide à distance par téléphone sur des sujets recrutés dans des bases de données médicales ou médico-sociales avec mise à disposition
gratuites de substituts sont efficaces pour l'arrêt du travail, mais là aussi on voit qu'on reste quand même chez ce genre de public cible avec des taux de succès qui restent très très faibles, aux environs de 15%. Un petit peu plus dans le projet CLIC qui visait des fumeurs vivant dans les quartiers défavorisés. Les programmes de sensibilisation au tabagisme passif des enfants, 2 interventions qui ont été recensées par Santé publique France, toujours aux États-Unis, les interventions brèves lors d'un passage aux urgences pédiatriques et l'orientation vers une ligne téléphonique, et les substituts gratuits, abstinence là aussi très faible à 6 mois. Et pour les mères recrutées dans des quartiers défavorisés, à Philadelphie, là aussi on reste avec des taux d'abstinence en fin d'intervention qui sont très très faibles, même si les différences sont en faveur de ces interventions ciblées. Donc ça, c'était la littérature dans R et dans Santé publique France. Alors, l'inconvénient de la littérature, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain et qui ne sont pas forcément publiées dans les revues internationales. Donc c'est aussi pour ça que dans R, on a voulu faire une enquête auprès des régions. Et là, bon, c'est une carte simplement pour vous montrer, peut-être que ça ne se voit pas très très bien, il y a des petits points rouges pour dire d'où ça vient. On a de la région Aquitaine et puis de différentes autres régions. Alors, ça va vous paraître un petit peu bizarre dans la bouche de quelqu'un qui est un quantitativiste, un épidémiologiste, mais en fait là, on n'a pas cherché à avoir une représentativité. Tant pis s'il y a beaucoup de zones blanches sur la carte, mais en fait la manière dont on a posé la question, c'est de dire montrez-nous ce que vous considérez comme étant exemplaire de ce que vous faites pour les inégalités de santé. Donc ce n'est pas tellement de la représentativité, mais essayez d'en tirer des choses qui pourraient servir de leçon à d'autres acteurs dans d'autres régions. Mais après, considérer par les acteurs eux-mêmes que c'est exemplaire, encore faut-il avoir une grille de jugement, et je vais vous lister les critères que l'on a mis en place. Je ne vous détaille pas la méthode qui a été utilisée, c'est dans un des articles que j'ai référencé. Donc on a dit que quelque chose qui serait exemplaire, c'est d'abord quelque chose qui serait pertinent, qui garantit qu'il y a une correspondance entre objectifs et les besoins de la population. Le terme de besoin a été évoqué dans la discussion précédente, qui est une implication de la communauté dans la conception de l'intervention. Deuxième grand critère, ce qu'on a appelé l'adéquation, que l'intervention soit fondée sur des faits probants, sur ce que la littérature, sur ce que la science dit, des démonstrations que ça peut marcher, mais qui ait aussi une cohérence entre les activités et les objectifs qui ont été fixés, qui ait un système de gouvernance et qui ait une identification des facteurs facilitants. L'applicabilité, ça va de soi, une stratégie de minimisation des barrières, l'implication de la communauté dans la mise en œuvre et une cohérence des moyens avec ce que l'on veut faire. Quatrième critère, l'innovation. Peut-être quelquefois on peut faire des très bonnes soupes avec des anciens chaudrons, mais on a regardé quand même aussi l'innovation. Est-ce qu'il y a une capacitation donc, de l'empowerment des personnes ciblées? Est-ce qu'il y a une collaboration intersectorielle? Est-ce qu'il y a une multidisciplinarité? Ou est-ce qu'on propose une approche complètement nouvelle? Bien sûr, il faut que l'intervention ait une assurance qualité, un programme d'assurance qualité, avec des indicateurs de couverture, de satisfaction, de mise en œuvre, et qu'il y ait des rapports qui soient publiés à partir de ce système et qui soient dirigés notamment vers les acteurs. Est-ce que les ressources sont adéquates, avec une traçabilité et une cohérence avec les structures et les processus qui sont mis en œuvre? Un autre critère qu'on a appelé l'effectivité du processus d'évaluation, avec des indicateurs de processus et d'atteinte d'objectifs, une analyse prévue de l'impact et une implication de la communauté dans l'évaluation. Avant-dernier critère, efficacité, démonstration d'une réduction des inégalités de santé et identification des publics qui peuvent vraiment tirer profit de l'intervention. Et le dernier critère, c'est l'intégration. Est-ce que c'est transférable à d'autres régions? Est-ce qu'il y a un plan de diffusion des résultats? Et est-ce qu'il y a un plan pour assurer la durabilité de l'intervention? Alors ça fait beaucoup de critères à respecter, mais après on a dit, bon voilà, on a ces 11 critères. Parmi les critères, on a scoré. Je vous passe la méthode, ça a été fait de manière indépendante, en double, et puis ensuite il y a eu un travail de consensus. On a sélectionné
5 interventions exemplaires, donc avec les meilleurs scores dans chaque dimension, avec des objectifs clairs sur les inégalités de santé. On a essayé de ne pas multiplier les pays pour que les 5 ne soient pas dans le même pays, que les interventions fournissent suffisamment d'informations pour illustrer au moins un élément positif sur chaque critère ou au moins quelques critères. Et ce qui était intéressant, c'est que parmi les 5 exemplaires, 4 avaient déjà des résultats préliminaires ou définitifs en lien avec leurs objectifs. Donc je vais vous montrer quelques résultats. Là encore, ne vous souciez pas trop du détail sur les diapositives, simplement attirer que là aussi on a fait une taxonomie. Ici, c'est par exemple toutes les interventions qui sont générales, qui ne sont pas très très ciblées. Je ne vous les liste pas, mais simplement dans la manière dont on a présenté ça, quelquefois, vous pouvez voir, ou de là où vous n'êtes, vous ne pouvez pas voir, il y a une étoile qui indique que justement c'est une intervention que l'on a considérée avec notre grille d'analyse comme étant exemplaire. Donc sur les interventions exemplaires, il y en a une tout en haut, qui est le Health Promotion en Belgique. Et puis ce qui est grisé, on a attiré un petit peu l'attention aussi là-dessus, c'est une intervention qui, comme préalable, nécessite une réorganisation intersexorielle, donc pas forcément facile à mettre en œuvre. Ça, c'est pareil pour les interventions ciblées sur des états de santé. Là aussi, il y a une étoile, et puis il y en a un petit peu plus qui sont grisés. Et puis, se rajoute un petit signe quelque part. Ici, on en a sur la droite, en bas, des drapeaux. Et les drapeaux, ça veut dire que c'est une intervention qui a bien été évaluée, au moins sur une des dimensions. Et donc, on peut utiliser comme exemplaire pour cette dimension-là. Ça, c'est la même chose pour cibler sur des styles de vie. Et à gauche, en fait, vous voyez qu'il y a tout un tas d'interventions d'addiction, et dont une qui nécessite une réorganisation, et qui a une étoile d'exemplarité, et une autre, mais celle-là, je vais vous les détailler autant que le temps le permet. Et le dernier groupe, celles-ci sont ciblées sur des conditions socio-économiques, et c'est là où on a vu vraiment la plus exemplaire, sur beaucoup de dimensions. Alors, ça c'est la liste des 5 interventions exemplaires qui sont ressorties de l'analyse, et je voudrais attirer votre attention sur 2 choses. Premièrement, c'est qu'il y en a une qui vient d'Aquitaine. C'est le plan régional nutrition santé, qui a eu beaucoup de prix, qui a été très bien évalué, et qui a eu un impact sur les inégalités de santé. Cocorico. Même si je suis pour rien. Mais le chauvinisme, c'est comme ça. Hein. C'est comme pour soutenir l'équipe de France de football féminin. C'est-à-dire, on peut ne pas aimer le football, mais il faut la soutenir quand même. Hein. Voilà. Et puis les 2 autres sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est les 2 premières. Elles concernent des addictions. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Mais quand même, j'ai pas beaucoup de temps. Éventuellement, on pourra en discuter sur les questions. Donc ça, c'est quand je suis retourné dans les rapports, j'ai identifié pas mal de choses sur ces 2 actions. Donc la première, elle nous vient de Croatie, dans un comté du côté de Dubrovnik. Il y a un programme de prévention de l'alcool, la consommation d'alcool chez les enfants et les jeunes. Les adolescents. Et l'objectif, c'est, alors je suis désolé, j'étais un peu paresseux, j'ai copié-collé en anglais, mais je vais vous traduire ça, c'est de retarder l'initiation à l'alcool et minimiser la consommation, c'est ceux qui ont déjà commencé, à travers des activités d'enseignement, d'information sur les effets indésirables, la capacitation pour reconnaître la pression environnementale, et acquérir une capacité critique sur sa consommation d'alcool. Donc celle-là, elle était considérée comme exemplaire sur pas mal de dimensions. Et la deuxième nous vient d'Andalousie, et là a ciblé des populations particulières, les gens qui ont des problèmes de santé mentale et des gens qui sont emprisonnés, et cible le tabagisme. Dans des institutions, donc la prison ou des institutions de psychiatrie. Donc là,
ils essayaient de standardiser et de mettre en œuvre un modèle spécifique d'arrêt du tabagisme pour, d'une part, augmenter la sensibilité des responsables, des managers, des gestionnaires, des professionnels et des populations institutionnalisées, et également une phase de formation des professionnels à problème du tabac et chez ces populations particulières. Alors pour vous montrer un petit peu, alors là aussi ça va vous paraître bizarre parce que là je vais marcher sur des œufs parce que je vais faire de l'analyse qualitative. Hein. Ça c'est pour Christophe. Hein. Voilà un exemple de qu'est-ce qu'on peut tirer d'exemplaires à travers une approche qualitative. Donc ça c'est pourquoi le projet de Croatie a été dit comme étant une pratique illustrative de la manière dont on a utilisé les données probantes pour concevoir l'intervention. Et donc ce qui est remonté dans les questionnaires, c'était qu'ils ont utilisé la littérature, mais ils ont aussi utilisé l'expérience des professionnels concernés, leurs connaissances, pour créer l'activité. Et ensuite, ils ont regardé le respect de la loi, bien sûr, et ils ont développé un programme local, mais qui pouvait s'intégrer correctement dans l'approche et la politique nationale. Donc ça a vraiment très très bien construit au départ, et c'est pour ça que ça a été considéré comme exemplaire. Deuxième exemple qualitatif, donc là il y en a sur les deux programmes, c'est pour ça que c'est écrit un petit peu en petit, c'est que les deux programmes ont fait l'effort pour identifier et résoudre les barrières à la prise en charge de ces personnes et au succès de ces personnes. Et donc en fait, par exemple en Croatie, ils ont fait des ateliers pour identifier les défauts de compétences a priori des enseignants, et dans le but justement de pouvoir leur donner la capacité de remédier à ces défauts de compétences. Et en Espagne, ils ont été, là aussi à travers des approches qualitatives, ils sont allés voir les professionnels, ils ont analysé les raisons d'un scepticisme, les erreurs que les gens faisaient par rapport à ces publics-là, leurs croyances, et ils ont identifié comme ça des besoins de formation qu'ils ont intégrés dans l'intervention. Troisième exemple d'illustration, la participation du groupe ciblé. En Croatie, ils ont intégré des enfants des écoles secondaires à travers des groupes focus. Ils ont aussi intégré des consommateurs de drogue et des étudiants, tout ça à travers des groupes focus pour leur faire émerger leurs idées sur l'intervention, leur acceptabilité, et également dans la phase d'évaluation de la satisfaction et leur regard sur l'intervention. Et puis, dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est prévoir dans le programme lui-même la diffusion des résultats. Et donc là, c'est ce qui a été fait aussi en Espagne. Donc le lien avec tous. J'ai encore 3 diapos juste que je vais lister rapidement. Un petit peu les leçons que l'on peut en tirer et qu'il faudrait appliquer à nos actions et à nos réflexions. Qu'est-ce qu'on voit comme facteur de succès dans ce que l'on a identifié dans R? Premièrement, il faut faire une analyse approfondie du contexte, bien connaître le collègue. Deuxièmement, examiner les faits probants disponibles. Troisièmement, ça a déjà été évoqué, évaluer les besoins de la population. Identifier très tôt quels sont les secteurs et les acteurs concernés et les impliquer. Et planifier l'intervention en fonction des ressources disponibles et d'objectifs qui soient réalistes par rapport au contexte et à la disponibilité des acteurs. Autre recommandation, examiner très rapidement les obstacles économiques à l'accès à l'intervention.
et agir dessus éventuellement, l'incorporer dans l'intervention. Faire des interventions qui soient culturellement sensées, qui aient du sens pour les acteurs, pour les publics cibles, à travers la formation et l'inclusion de médiateurs culturels. Inclure les différents secteurs en dehors du secteur de la santé. Ça, vous en êtes très bien conscient sur le terrain, c'est qu'on ne peut pas régler ça, les problèmes uniquement avec le secteur de la santé. Et puis, bien sûr, travailler avec une équipe multidisciplinaire. Et dernière recommandation, habiliter le groupe cible par le transfert de connaissances et en les impliquant dans le processus décisionnel. Utiliser des indicateurs fiables de processus de couverture et de résultats. Là, on a besoin d'un appui méthodologique, certainement. Les rapports de pilotage devraient être élaborés, discutés et diffusés. Et l'évaluation devrait être prévue au moment même de la conception de l'intervention, et pas a priori, et pas a posteriori. Voilà un petit peu les leçons que l'on pouvait du projet R de la littérature. Et puis, je vais terminer par une photo d'une intervention dont je n'ai pas trouvé si elle respectait tous ces critères. Voilà, c'est peut-être que ça ne se voit pas très très bien, mais je vous expliquerai si vous le souhaitez. Merci pour votre attention.